En 1920, John B. Watson, un psychologue renommé, et Rosalie Raynor, son assistante et future épouse, décidèrent de combiner l'amour, la science et une bonne dose d'ignorance dans une expérience qui allait entrer dans l'histoire sous le nom de l'expérience du petit Albert. L'idée était audacieuse, l'exécution discutable et les résultats aussi troubles sur le plan éthique qu'une flaque de boue en plein été. Ainsi, dans une histoire que l'on pourrait prendre pour le début d'une épopée dickensienne, le destin du petit Albert fut scellé. Alors, aujourd'hui dans Weird History, tenez vos enfants loin de l'expérience du petit Albert. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous être abonné à la chaîne Weird History. Ensuite, laissez-nous un commentaire et dites-nous quelles autres études psychologiques vous aimeriez découvrir. Alors, qu'est-ce qui était pire pour les gars qui s'appelaient Albert ? Rencontrer J. Robert Oppenheimer ou l'expérience suivante. John B. Watson peut être inspiré par la célèbre expérience d'Ivan Pavlov avec des chiens qui salivent et des cloches qui sonnent, à penser qu'il prendrait l'idée de la réponse conditionnée dans une autre direction. Pourquoi conditionner la faim quand on peut conditionner la terreur ? Et pourquoi tester sur un chien quand on peut traumatiser un enfant à la place ? Apparemment, il pensait que Pavlov n'était tout simplement pas allé assez loin. L'objectif était aussi clair que discutable, conditionner la peur chez un petit enfant et voir ce qui se passait, idéalement sans blesser personne. Le sujet de l'expérience était un bébé de 9 mois surnommé Petit Albert. La mise en place était simple. On a présenté à Petit Albert une série d'objets blancs et duveteux inoffensifs, notamment un rat. Alors qu'Albert tendait la main vers la petite créature poilue, Watson frappait une barre de métal avec un marteau derrière le bébé. Le bébé a été, comme on pouvait s'y attendre, surpris et incertain de ce qui venait de se passer. Ce processus a été répété jusqu'à ce qu'Albert commence à associer les objets blancs et poilus à un bruit fort et effrayant, ce qui le faisait réagir avec terreur à la simple vue de tout ce qui avait à la fois de la fourrure et une couleur vive. Le test a été techniquement un succès. Le petit Albert, autrefois totalement inconscient des aspects terrifiants des lapins, des boules de coton ou des masques de Père Noël, était désormais correctement conditionné à trouver tout ce qui était blanc et duveteux aussi effrayant que le pire cauchemar de n'importe qui. Et Watson continuait d'observer la nouvelle phobie acquise par Albert, apparemment inconscient du bourbier éthique dans lequel il s'enfonçait. Dire que l'expérience était peu scientifique reviendrait à dire qu'un volcan est un peu chaud. Idéalement, les expériences scientifiques devraient inclure des paramètres comme des mesures objectives, des groupes témoins, des groupes témoins et un échantillon plus grand qu'un seul nourrisson terrifié. Hélas, Watson et son assistante, Rosalie Raynor, ont ignoré tout cela, adoptant plutôt un style d'observation personnelle qui ressemble étrangement à de pures suppositions. Il n'y avait aucune mesure précise, aucune échelle et aucun groupe témoin composé d'autres bébés pour comparer leurs résultats. En résumé, la peur du petit Albert n'était mesurée qu'en fonction d'elle-même. Lorsque Watson a consigné ses résultats, il était ravi de constater que le conditionnement avait fonctionné. Albert était visiblement bouleversé par les objets blancs et duveteux, ce qui suffisait à Watson pour crier victoire. Pourtant, à tout chercheur en herbe, cette célébration aurait semblé un peu prématurée. Les expériences sont toujours plus que l'hypothèse initiale. Elles résultent d'une élimination et d'efforts répétés. Et si Albert passait juste une mauvaise journée ? Et s'il n'aimait déjà pas le blanc ? Et si l'environnement de test influençait plus les réactions d'Albert que le bruit soudain et fort ? Les rapports de Watson ne répondaient à aucune de ces questions, préférant plutôt résumer ses découvertes et tirer des conclusions douteuses à partir de preuves très minces. Après avoir conclu qu'Albert avait été pleinement conditionné à détester tout ce qui était blanc et duveteux, Watson et Raynor se sont arrêtés là. Ils ont arrêté l'expérience sans essayer d'inverser le conditionnement, pensant que la terreur d'Albert, liée à la couleur, disparaîtrait avec le temps. Tout comme les tests eux-mêmes, cette supposition n'était fondée sur aucune preuve scientifique. La mère du petit Albert aurait apparemment fait ses valises et quitté la ville, probablement par peur que Watson ne les retrouve pour une autre expérience, comme le font souvent les savants fous. Les derniers mots de Watson suggéraient qu'Albert finirait par vaincre ses peurs après avoir vécu les aléas de la vie. Ce genre de sentiment convient peut-être mieux à des genoux écorchés ou à de l'argent de poche volée, mais au moins il a essayé d'être rassurant à sa manière. Quoi qu'il en soit, Albert était parti. L'expérience était terminée, et l'expérience controversée de Watson serait rangée dans le grand catalogue des erreurs scientifiques.
Au cours de ses expériences, Watson s'est longuement extasié sur la santé exemplaire du petit Albert. L'un des enfants les mieux développés jamais amenés à l'hôpital, nota Watson dans son article de 1920, citant le calme imperturbable du garçon comme preuve de son aptitude à l'expérience. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que des chercheurs commencent à remettre en question la description idyllique de Watson. Certains pensent qu'Albert aurait eu des retards de développement ou des troubles neurologiques, ce qui constituerait un énorme signal d'alarme et influerait sur les résultats de n'importe quel test. Évidemment, cette possibilité est quelque chose qu'un chercheur sérieux aurait éliminé avant de commencer toute expérience. Mais réputé et John B. Watson n'ont que rarement été employés dans la même phrase. Watson n'était pas là pour répondre à ces allégations. Et en plus, il a brûlé toutes ses notes sur l'expérience avant sa mort, comme le font souvent les savants fous. C'était une période sombre pour la protection de l'enfance et la recherche. Le consentement éclairé n'existait pas. En participant à une expérience, il fallait simplement faire confiance aux chercheurs en espérant leur honnêteté. Ce n'est que des décennies plus tard que la psychologie, influencée par des cas comme celui du petit Albert, a commencé à considérer sérieusement les implications éthiques de la participation des nourrissons à ces études. Les psychologues admettent désormais que les bébés sont de mauvais sujets pour le conditionnement de la peur. Un enfant commence tout juste à établir des associations à ce stade et il est incapable d'exprimer une pensée complexe. Donc, placer un bébé dans une étude de conditionnement comportemental a peu de valeur scientifique. La seule chose que Watson accomplissait avec son expérience, c'était de terrifier un bébé au hasard. L'Association américaine de psychologie a fini par instaurer des directives visant spécifiquement à empêcher que des bébés et d'autres participants involontaires soient soumis à la terreur au nom de la science, espérant sans doute ne plus jamais rencontrer un cas comme celui d'Albert. Désolé Bill Nye, parfois la science ne l'emporte pas. Grâce aux efforts extrêmes de Watson pour effacer toute trace, l'identité du petit Albert demeure aussi mystérieuse qu'une apparition du Bigfoot. Des théories existent toutefois. Certains chercheurs pensent qu'Albert était Douglas Merritt, un enfant atteint d'hydrocéphalie qui est malheureusement décédé jeune. Cela, bien sûr, n'a fait qu'alimenter l'incendie éthique déjà en cours. Et si Watson avait sciemment traumatisé un enfant en phase terminale? S'il l'avait su, nul doute qu'il aurait réagi à cette négligence éthique flagrante par « Ah, que voulez-vous » En 2014, un groupe de chercheurs canadiens a suggéré une autre possibilité. Le petit Albert pourrait avoir été William Albert Barger, un homme qui a vécu jusqu'à plus de 80 ans et, surtout, qui a eu toute sa vie une peur des chiens, quelle que soit la couleur de leur pelage. Bien que cela n'ait pas été complètement vérifié, les versions divergent, les mystères s'accumulent et la communauté scientifique reste divisée sur lequel de ces Alberts, voire aucun des deux, était vraiment l'enfant malheureux de l'expérience de Watson. Il se peut que personne ne veuille reconnaître Little Albert comme son enfant, personne ne souhaitant être vu comme les parents ayant confié leur bébé au Dr John le tapeur de casseroles. Mais il n'existe aucun dossier concernant les parents d'Albert, donc il est peu probable que nous sachions un jour toutes les circonstances qui les ont poussés à soumettre leur bébé à l'expérience de Watson. Quoi qu'il en soit, un fait demeure clair. L'héritage de Watson perdure, ne serait-ce qu'à travers les récits servant d'avertissement qu'on raconte aux étudiants en psychologie. Suite à l'étrange héritage du petit Albert, la psychologie a connu une crise existentielle. Que signifiait être scientifique? Tout était-il permis dans la quête du savoir? Le monde académique a lentement reconnu que l'éthique comptait et que peut-être les enfants ne devraient pas être soumis à des expériences effrayantes au nom de la postérité. Les chercheurs modernes savent désormais qu'il faut éviter de traumatiser les nourrissons autant que possible et qu'il est préférable de trouver des méthodes moins potentiellement nocives pour mener des expériences de conditionnement. De plus, l'entreprise tristement célèbre de Watson a inspiré la création du code d'éthique de l'APA qui, bien qu'il n'ait été officiellement établi qu'en 1953, a effectivement mis fin à l'approche du Far West en sciences, privilégiée par Watson et beaucoup d'autres. Au lieu de confirmer les théories de Watson, l'expérience du petit Albert a démontré la nécessité de normes éthiques en recherche, de régulation et de méthodologies fiables dans l'étude scientifique. Nous ignorons peut-être toujours qui était Albert, mais son histoire a marqué le monde à jamais. Le docteur John B. Watson, quant à lui, a tourné le dos à la psychologie pour une carrière réussie en tant que cadre publicitaire, comme le ferait un savant fou. Chaque année, des millions d'heures et des milliards de dollars
sont investis dans l'innovation médicale, à la recherche de nouvelles méthodes pour améliorer, maintenir et prolonger la vie humaine. Cependant, plusieurs des plus grandes découvertes médicales, sans lesquelles beaucoup ne seraient pas là aujourd'hui, ont été faites par hasard. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un œil à quelques grandes découvertes médicales qui se sont produites par erreur. L'angiographie coronarienne est une radiographie qui examine les vaisseaux sanguins. Et lorsque F. Mason Soanes Jr. l'a accidentellement inventée, il ne pensait pas seulement avoir fait une erreur, il pensait avoir tué quelqu'un. Et ça, c'est tout le contraire de la médecine. En 1958, Soanes supervisait l'injection de colorant dans l'aorte d'un patient lorsque le tube a glissé dans l'artère coronaire droite, remplissant le vaisseau de produits de contraste. À l'époque, on croyait que le produit de contraste pouvait être injecté dans les plus gros vaisseaux du cœur, comme les valves et cavités, mais qu'en injecter directement dans l'artère coronaire provoquerait une obstruction mortelle. Après avoir crié ce qui semblait être une longue série de jurons, Soanes s'est préparé à une opération à cœur ouvert pour lui sauver la vie. Mais à sa grande surprise, et à celle de tout le monde d'ailleurs, le cœur du patient a simplement continué à battre normalement. À ce stade, on suppose que Soanes a simplement fait semblant de l'avoir fait exprès, s'est recoiffé et est sorti du bloc opératoire en se pavanant comme Fonzie. D'autres expériences ont montré que les craintes de blocage étaient exagérées et que la plupart des patients toléraient bien l'injection de grandes quantités de produits de contraste dans leurs artères, menant ainsi à l'invention de l'angiogramme coronaire. Dans les années 50, alors chercheur médical, Wilson Greatbatch, dont le nom évoque un compliment sur des cookies, assemblait un oscillateur et a accidentellement pris la mauvaise résistance dans sa boîte à outils. Il l'a placé dans l'oscillateur sans s'en apercevoir, découvrant ensuite que cela produisait une impulsion électrique rythmée, inspirant à Wilson Greatbatch l'idée de sa vie. Non, ce n'était pas ça, je devrais mieux organiser ma boîte à outils. Il avait inventé accidentellement une version améliorée du pacemaker. Avant son invention, les pacemakers étaient énormes et désagréables, capables de sauver des vies, mais n'amélioraient pas vraiment la qualité de vie des patients. Greatbatch a créé une version beaucoup plus petite de l'appareil, et après une période d'essai réussie, il n'a pas fallu longtemps pour que leur utilisation devienne courante. Aujourd'hui, les pacemakers implantables ont prolongé la vie de millions de personnes, mais on ignore toujours si Greatbatch faisait de bons cookies aux pépites de chocolat. Si tu étais au chômage, où traînerais-tu? Si ta réponse est dans un champ pétrolifère, alors félicitations, tu as quelque chose en commun avec l'inventeur de la vaseline. En 1859, le chimiste au chômage Robert Chizebrough, dont le nom de famille est trop ridicule pour qu'on en plaisante, visitait un champ pétrolifère lorsqu'il a entendu des plaintes à propos de quelque chose appelé road wax. On dirait un truc qu'on achèterait dans une boutique de centre commercial qui vend des t-shirts à l'aérographe. Mais c'est en fait un résidu qui s'accumule dans les pompes et qu'il faut enlever régulièrement pour éviter les blocages. Chizebrough a également appris que les ouvriers de la plateforme avaient pris l'habitude de récupérer cette substance gélatineuse et de l'appliquer sur leurs coupures et brûlures, affirmant que cela procurait une sensation apaisante. Et c'est tout ce que Chizebrough avait besoin d'entendre. Au cours de la décennie suivante, il a travaillé à extraire et purifier cette gelée de pétrole jusqu'à obtenir un produit adapté au marché grand public. Le résultat fut la vaseline. Et Chizebrough a passé le reste de sa vie à vanter ses vertus médicales, allant même, selon les rumeurs, jusqu'à en manger une cuillère par jour lui-même, ce que nous ne vous recommandons pas de faire. En 1895, Wilhelm Röntgen menait une expérience à Würzburg, en Bavière, que nous supposons avoir la meilleure bière et les meilleurs bretzels du monde entier. L'expérience était banale, mais les résultats obtenus étaient exceptionnels. Röntgen cherchait à savoir si les rayons cathodiques pouvaient traverser le verre. Il a donc recouvert un tube cathodique de papier noir épais et a attendu de voir ce qui allait se passer. Et sans smartphone pour passer le temps, on avait tellement de patience à l'époque. Une lumière verte surnaturelle a jailli de l'intérieur, traversant le papier pour se projeter sur un écran fluorescent proche. Et ce résultat surprenant a donné une idée à Röntgen. Il a découvert que certains rayons traversaient presque tout, mais laissaient aussi des ombres d'objets solides sur leur passage. Comme il ne savait pas ce que ces rayons spécifiques étaient, il les a appelés rayons X. Le nom était tellement accrocheur que personne n'a jamais pris la peine de le changer.
La découverte de la pénicilline est peut-être l'histoire la plus célèbre d'innovation médicale accidentelle de l'histoire, même si la version couramment racontée de cette histoire est plus ou moins une histoire à dormir debout. La version habituelle raconte que le microbiologiste Alexander Fleming a laissé un sandwich dans un laboratoire pendant ses vacances pour revenir et le retrouver couvert de moisissures contenant une substance salvatrice. Ce n'est pas tout à fait exact, mais proche de la vérité. Vous me suivez? Parfait. Fleming est bien parti en vacances en 1928 et a laissé quelques objets au laboratoire. Il s'agissait de boîtes de pétri remplies de colonies de Staphylococcus à ne pas mettre dans votre sandwich. À son retour, l'une des boîtes était moisie. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait la découverte de sa vie. La partie de la boîte touchée par la moisissure, identifiée plus tard par Fleming comme Penicillium notatum, ne contenait pas de Staphylococcus, comme si la moisissure empêchait la croissance des bactéries. Très vite, Fleming a pu prouver que c'était exactement ce qui se passait. En conséquence, la pénicilline est aujourd'hui l'antibiotique le plus utilisé au monde. Un point pour un bureau en désordre. Le frottis de Papanicolaou est une des procédures les plus simples et essentielles pour la santé des femmes. Tout cela vient d'un seul médecin, Georges Papanicolaou, et de ses recherches sur le cycle menstruel. Papanicolaou voulait d'abord prélever des échantillons pour observer l'évolution des cellules vaginales selon les étapes du développement sexuel. Mais en découvrant des cellules cancéreuses dans un prélèvement, il a changé l'objectif de ses recherches. Malgré la mauvaise nouvelle pour la patiente, Papanicolaou a montré que cette procédure simple et peu coûteuse donnait les premiers indices du cancer du col de l'utérus. Ce faisant, Papanicolaou a sans aucun doute sauvé d'innombrables vies, et aujourd'hui la méthode porte toujours son nom, ou plutôt une version abrégée de son nom. Personne ne veut avoir à demander un frottis de Papanicolaou. Au début des années 1990, des chercheurs de Pfizer étudiaient une substance connue sous le nom de sildenafil comme traitement potentiel de l'hypertension artérielle. Ils pensaient qu'elle dilaterait les vaisseaux du cœur en bloquant une protéine. Lorsque les premiers tests se sont révélés prometteurs, ils sont passés à des essais sur l'homme qui ont donné des résultats décevants, mais cela n'a pas duré longtemps. Les infirmières qui examinaient les sujets de test ont remarqué que les hommes ayant ingéré la substance étaient souvent allongés sur le ventre lorsqu'elles entraient dans la pièce pour les examiner. Une infirmière a vite compris que les hommes étaient gênés par des érections incontrôlables, effet secondaire inattendu du sildenafil, au moins aucun n'a l'évité. Ayant accidentellement inventé un médicament crucial pour les hommes, on imagine que ces chercheurs ont bien fêté ou pris le reste de la journée. Ils ont totalement abandonné la piste de l'hypertension et le médicament est aujourd'hui vendu sous le nom de Viagra. En 1938, le chercheur Albert Hofmann a commencé à synthétiser artificiellement des composés du champignon ergot en acide lysergique et à les mélanger avec d'autres ingrédients actifs. Il cherchait une substance capable de stimuler les systèmes respiratoires et circulatoires pour traiter les hémorragies et il n'essayait absolument pas de trouver un moyen pour que les Beatles finissent par écrire « Lucy in the Sky with Diamonds ». Mais bon, si ça arrive, ça arrive. À sa 20e tentative, Hofmann a combiné l'acide lysergique avec la diéthylamine, ce qui a donné des résultats intrigants. Il a étiqueté cette concoction LSD-25. Malgré son passage à d'autres solutions, Hofmann pensait toujours à la réaction étrange et excitée des animaux de laboratoire après leur exposition au numéro 25. Donc, 5 ans plus tard, il a repris ses expériences avec cette substance, s'y exposant accidentellement. Après cette dose involontaire, Hofmann a écrit qu'il avait dû quitter le travail plus tôt et rentrer chez lui parce qu'il était affecté par une agitation remarquable combinée à un léger vertige. Une fois chez lui, le chimiste s'est allongé et est tombé dans un état d'ivresse pas désagréable, caractérisé par une imagination extrêmement stimulée. Hofmann se souvenait d'être dans un état proche du rêve. Le soleil lui faisait mal aux yeux, alors il les gardait fermés. Durant ce temps, il percevait un flot ininterrompu d'images fantastiques, de formes extraordinaires, avec un jeu de couleurs kaléidoscopique intense. C'était une façon beaucoup plus éloquente de dire « j'étais en plein trip, c'est tout ». Et c'est ainsi qu'est né l'un des hallucinogènes les plus populaires au monde, ainsi que chaque note de musique jamais jouée par les Grateful Dead. Il n'est pas exagéré de dire qu'aucune découverte médicale n'a eu un impact plus grand que le principe de la vaccination. Mais cette découverte ne vient pas d'un laboratoire ou d'une université.
Au contraire, elle vient d'une ferme ordinaire et des réflexions d'une laitière. Heureusement, personne impliqué n'était intolérant au lactose. Adolescent dans les années 1760, Edward Jenner a entendu une femme lui dire « Je n'aurai jamais la variole car j'ai eu la vaccine. Je n'aurai jamais un visage marqué de vilaines cicatrices. » C'était vraiment étrange de dire ça à un adolescent, mais ça l'a marqué. Et heureusement, car cet adolescent est finalement devenu médecin. Mais ce n'est qu'en 1796, après une longue carrière de chercheur médical, qu'Edward Jenner a finalement appliqué cette connaissance. Il a trouvé une autre laitière, Sarah Nelms, qui venait d'être infectée par la vaccine, et il a utilisé du matériel provenant de ses lésions pour inoculer un jeune garçon. Lorsque le garçon s'est ensuite révélé immunisé contre la variole, l'ère des vaccins avait officiellement commencé, et la source de la variole était en bonne voie d'être éliminée. Jenner n'est pas le premier à avoir expérimenté l'inoculation, mais il reste le plus remarquable. Et aujourd'hui, il est largement reconnu comme l'inventeur des vaccins. Alors la prochaine fois qu'un type bizarre vous dit quelque chose d'étrange au centre commercial, notez-le. Qui sait ce que vous allez inventer ? Le composé chimique coumarine, produit naturellement par le foin moisi, provoque une maladie animale connue sous le nom de maladie du mélilo, qui n'est pas du tout aussi mignonne que son nom le laisse penser. À l'époque, les scientifiques ont transformé une variante de la coumarine appelée warfarine en un rodenticide particulièrement puissant. Puis, en 1951, un stagiaire de l'armée américaine a tenté de mettre fin à ses jours en utilisant ce poison pour rats. Par miracle, il a survécu à sa tentative. Sa survie a poussé les chercheurs à étudier la warfarine, révélant qu'elle était plus efficace que les autres anticoagulants pour traiter et prévenir les caillots sanguins. Dès 1954, elle était déjà approuvée pour un usage humain, et en 1955, le président Dwight D. Eisenhower l'utilisait. Et si Ike l'apprécie, alors nous l'apprécions aussi. La Biosphère 2 a fini par devenir une blague dans la culture populaire, inspirant la comédie de Pauly Shore, Biodome, quelques docu-séries nostalgiques du genre, et tu te souviens de ça, et des décennies de sketchs comiques. Avant son échec public et embarrassant, la Biosphère était d'abord un projet scientifique légitime visant à comprendre comment l'humanité pourrait survivre dans des environnements extraterrestres. Aujourd'hui, nous allons révéler des faits incroyables sur la Biosphère 2, la plus grande expérience confinée jamais réalisée. Bon, il est temps de semer un peu de pagaille dans la bulle. La Biosphère 2 débute dans les années 1970 avec la rencontre de deux hommes au sein de la communauté écologiste Synergia Ranch au Nouveau-Mexique. L'endroit a été fondé par un écologiste, ingénieur, métallurgiste et aventurier autoproclamé nommé John P. Allen, qui écrivait aussi de la poésie et des histoires sous le pseudonyme de Johnny Dolphin. Même si on ne sait pas si des substances psychotropes étaient en cause, soyons honnêtes. On ne passe pas le week-end à l'éco-ranch de Johnny Dolphin en restant sobre. Le ranch accueillait de nombreux projets et expériences environnementaux, dont certains. Agriculture durable, amélioration des sols, énergie solaire et éolienne, lutte contre la désertification. Il y avait aussi des jardins de fruits et légumes, plus de 1000 arbres et un dôme géodésique conçu par Buckminster Fuller. Bien que cela ne soit pas vraiment unique, le vieux Buckminster était un peu obsédé par les dômes à cette époque et il en construisait partout. Si votre maison a été construite avant 1970, il se peut que vous en ayez un dans votre jardin. C'est au Synergia Ranch que Johnny Dolphin, alias John Allen, a rencontré Ed Bass, un homme d'affaires et philanthrope qui avait hérité d'une fortune pétrolière de sa famille et qui était passionné par les questions environnementales, mais pas comme la plupart des magnates du pétrole. Bass était passionné par la protection de l'environnement. Bass et Allen partageaient l'intérêt de Buckminster Fuller pour le concept de vaisseau spatial Terre et la création de refuges et bunkers avancés destinés à protéger les derniers restes de l'humanité contre des catastrophes capables de provoquer son extinction, comme une guerre nucléaire. Selon certains, les idées d'Allen allaient un peu plus loin que la science reconnue. Avant le Synergia Ranch, il avait travaillé avec une troupe de théâtre d'Arizona, la Caravane des Rêves, qui aurait pu évoluer en une secte apocalyptique de fin du monde. Dans de nombreux écrits signés Johnny Dolphin, Allen a développé ses idées, évoquant la catastrophe terrestre imminente et affirmant que la survie de l'humanité dépendait de l'exploration spatiale et de la colonisation de Mars. Il n'a peut-être pas tort à ce sujet, après tout, seul le temps nous le dira.
En 1984, Bass et Allen, ainsi que plusieurs vétérans de Caravan of Dreams et de la communauté du Ranch Synergia, ont commencé à travailler sur un nouveau projet qu'ils ont appelé Biosphère 2. Le nom est un peu déroutant parce qu'on pourrait croire que Biosphère 2 est la suite tant attendue d'un projet précédent, mais ce n'est pas le cas. La Terre elle-même est la Biosphère 1. Vous voyez ce qu'ils voulaient faire. C'est peut-être une suite. Le concept était de créer un système écologique artificiel et matériellement fermé, où des chercheurs et des scientifiques pourraient développer des stratégies pour soutenir et maintenir une société humaine durable dans l'espace. Le projet comprendrait des biomes distincts pour divers types de recherche et formes de vie, ainsi que des espaces de vie pour humains, des fermes, des récifs coralliens, une savane, une forêt tropicale, un désert de brouillard, des laboratoires, un parc aquatique, etc. L'objectif était que ces expériences aident les scientifiques à concevoir de futurs systèmes pour coloniser l'espace. La Biosphère 2 a été construite entre 1987 et 1991 à Oracle, en Arizona, au pied des montagnes Santa Catalina, à environ 1 heure de Tucson. La structure en surface était faite de tubes et de cadres en acier, ainsi que de verre haute performance, ce qui donne l'impression d'un verre très doué au basket, mais en réalité c'est simplement un verre qui laisse passer moins de chaleur. En raison de la nature hermétique des expériences, ces fenêtres devaient être presque parfaitement étanches, ce qui faisait que la biosphère perdait peu à peu de l'oxygène et nécessitait un système sophistiqué pour réguler la température. La première mission de Biosphère 2 a commencé le 26 septembre 1991 et a duré exactement 2 ans. 8 scientifiques, appelés bionautes, ont vécu et travaillé à l'intérieur de l'installation tout en étant étroitement surveillés par le centre de contrôle. Lors du lancement, ils portaient des combinaisons rouges identiques, inspirées de Star Trek, créées sur mesure par l'ex-couturière de Marilyn Monroe. Après tout, la science n'empêche pas le style. L'essentiel de l'alimentation des bionautes venait de leur agriculture interne, incluant patates douces, bananes, papayes, haricots, riz et blé. Ouh, j'espère qu'ils n'ont pas mis de toilettes à faible débit. Le docteur Roy Walford, médecin sur place, avait consacré des décennies à étudier la longévité et les moyens de ralentir le vieillissement. Convaincu par des études sur des souris, il pensait qu'une alimentation saine et pauvre en calories était essentielle. Il a personnellement conçu un régime alimentaire qu'il pensait capable de maintenir les gens en vie jusqu'à 120 ans, et il a testé certaines de ses théories sur ses collègues bionautes. Rien n'est plus relaxant qu'être enfermé 2 ans dans un terrarium avec un médecin voulant tester son régime pour souris. Walford aurait tout aussi bien pu leur dire de manger des filtres à café usagés. Tous les participants ont signalé une faim persistante due à leur régime pauvre en calories, mais riche en nutriments, perdant en moyenne 16% de leur poids corporel la première année dans la biosphère. Les effets secondaires de cette perte de poids spectaculaire comprenaient la lenteur, la fatigue mentale et même le vol de nourriture au fil du temps. Certains bionautes ont également remarqué que leur peau prenait une teinte orangée à force de consommer autant d'aliments riches en bêta-carotène comme les carottes et les patates douces. Le terme clinique pour cette condition est « peau de meupette ». On pense aussi que les maigres rations et la quasi-famine ont causé une partie des conflits internes et des problèmes psychologiques qui ont miné le groupe. À mi-parcours de la première mission Biosphère, les chercheurs s'étaient divisés en 2 factions farouchement opposées. Un groupe jugeait essentiel de maintenir la biosphère totalement fermée, tandis que l'autre pensait que la priorité devait aller à la réussite des expériences et projets de recherche individuels. En novembre 1992, des membres d'un des groupes ont commencé à consommer des réserves de graines qui n'avaient pas été cultivées à l'origine dans la biosphère, ce qui constituait une violation du protocole de l'expérience. On leur a ordonné de quitter l'installation, mais ils ont refusé, faisant remarquer que leur expulsion rendrait effectivement toute l'expérience inutile. La situation était si grave que le centre de contrôle a fait venir un psychologue pour évaluer les chercheurs, lequel a conclu qu'il s'agissait simplement d'une lutte de pouvoir relativement rationnelle et qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans l'immédiat. Une guerre de gang tout à fait normale entre scientifiques dans un dôme géodésique. Peu surprenant. Les conditions physiques dans le dôme ont peut-être contribué à l'effritement de l'équipe de recherche. La diminution de l'oxygène atmosphérique est devenue un problème majeur, poussant certains scientifiques à développer des symptômes comme l'apnée du sommeil et la fatigue. De plus, alors que plusieurs espèces d'insectes ont rapidement disparu, la population de fourmis de serre et de cafards a explosé, menaçant la biodiversité dans toute l'installation et transformant effectivement la noble biosphère
en une décharge derrière une pizzeria. Les cafards sont devenus un tel problème que l'équipage a dû faire preuve de créativité. Ils ont commencé à utiliser des tasses à café comme piège, avec un peu de papaye au fond, puis à graisser les parois avec du gel kawi. On ne sait pas vraiment où ils ont trouvé ça. Les chercheurs broyaient chaque matin des cafards capturés pour nourrir les poules avec. Espérons qu'ils nettoyaient les tasses ensuite. Ce n'étaient pas les seuls imprévus dans l'expérience biosphère telle que prévue. L'isolement total des bionautes du reste de la civilisation était essentiel. Pour simuler une colonie humaine dans l'espace, on ne peut pas simplement aller au supermarché quand les fourmis ont volé le dernier bâtonnet de viande pour leur reine. Il n'y a pas de supermarché Piggly Wiggly sur Mars. Là-bas, ce serait plutôt du genre Wawa. Donc toute la biosphère devait fonctionner en totale autonomie pendant les 2 années complètes du programme. Environ 8 mois après le début, la chercheuse Jane Pointer s'est coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine. Le médecin sur place a essayé de recoudre le bout du doigt, mais il s'est ratatiné et est devenu noir, ce qui est généralement mauvais signe. Le centre de contrôle a jugé qu'elle nécessitait des soins médicaux à l'extérieur. Mais en revenant dans la biosphère après 2 jours, Pointer a rapporté 2 sacs de spores mystérieux dans l'installation avec elle. À ce jour, nous ignorons quelles provisions supplémentaires elle a apportées, mais on parie sur de la bière. Quoi qu'il en soit, elles ont contaminé toute l'expérience de 2 ans. L'équipe de Space Biosphere Ventures a décidé de mettre à profit les enseignements de la première mission Biosphère et de tenter à nouveau sans se décourager. Une deuxième mission, Biosphère 2, a été lancée le 6 mars 1994, pour une durée plus courte de seulement 10 mois, peu de temps après que la nouvelle équipe de bionautes soit entrée dans l'installation. Un différend a conduit à la dissolution de l'équipe de direction de l'entreprise. Ed Bass a recruté Steve Bannon comme nouveau directeur de Space Biosphere Ventures, le même qui deviendra plus tard brièvement stratège en chef à la Maison-Blanche sous Donald Trump. Il dirigeait alors Bannon Company, une banque d'investissement à Beverly Hills. En raison de son parcours, plusieurs membres de l'équipe de la biosphère pensaient qu'il était là pour gagner de l'argent plutôt que pour faire avancer la cause de la science. Ils craignaient qu'il ne mette en péril le projet et peut-être même la sécurité des scientifiques vivant à l'intérieur. Ainsi, le 5 avril, 2 membres de l'équipe originale de la biosphère, Abigail Holling et Mark Van Tillow, seraient intervenus directement, ouvrant une double porte d'écluse et 3 sorties de secours et les laissant ouvertes pendant 15 minutes. Cela a été jugé contraire à l'esprit de l'expérience, car on ne peut pas laisser les portes ouvertes dans l'espace. Holling a déclaré au Chicago Tribune que le projet était dans une situation d'urgence et qu'elle avait la responsabilité d'assurer la sécurité des participants en leur permettant de partir. Notamment, ce n'est pas non plus faisable dans l'espace. 4 jours plus tard, la directrice générale de la biosphère, Margaret Augustine, a été suspendue et son mari, le bionaute Norberto Alvarez Romo, a quitté l'installation, invoquant une urgence familiale. Bien que le projet ait continué à rencontrer des difficultés jusqu'en septembre, cela a essentiellement marqué la fin de l'expérience. Space Biosphere Ventures a été dissoute le 1er juin alors qu'il y avait encore des scientifiques vivant dans la sphère. Bannon a finalement quitté l'entreprise et a été poursuivi pour procédure abusive par certains des anciens membres de l'équipage, dont Abigail Holling. Finalement, les plaignants ont gagné et Space Biosphere Ventures a dû leur verser $600 000. Bien que cela ait mis fin aux expériences sur la biosphère, les scientifiques ont continué à étudier les recherches pendant des décennies pour voir s'ils avaient accidentellement obtenu des informations précieuses. Un numéro spécial de la revue Ecological Engineering, publié en 1999, rassemble les recherches et les résultats du projet et inclut de nombreuses données sur le métabolisme du système, les niveaux de chaleur et d'humidité, la santé des différents biomes et bien plus encore. Ce compte-rendu, bien qu'ayant alimenté plusieurs articles et autres écrits scientifiques parus par la suite, demeure incomplet. Une grande partie des données recueillies par l'équipe de Biosphère 2 n'a jamais été entièrement analysée et serait aujourd'hui perdue. Ces cafards, ils l'ont probablement prise. Connu pour avoir révolutionné la chimie et mené des expériences révolutionnaires pendant le siècle des Lumières, Antoine Lavoisier et sa femme Marie-Anne sont aujourd'hui considérés comme le père et la mère de la chimie moderne. Antoine a également révolutionné la poudre à canon française, ce qui a aidé son pays à gagner des guerres et a même contribué à la Révolution américaine. Durant les jours les plus sanglants de la Révolution française, rien de cela ne lui servirait.
Aujourd'hui, nous allons voir comment le père et la mère de la chimie moderne ont été complètement détruits par la Révolution française. Même si la Révolution n'a pas été télévisée, on s'occupe de tout pour vous. La plupart des gens ont entendu parler de Marie et Pierre Curie, le couple scientifique qui, entre autres, a découvert le radium. Mais Antoine et Marie-Anne Lavoisier étaient le premier grand couple star de la science. Au XVIIIe siècle, Antoine a mené la révolution chimique, établi la loi de conservation de la masse et nommé plusieurs éléments, dont l'oxygène, l'hydrogène et le carbone. Les Lavoisier ont approfondi les recherches de Joseph Priestley sur l'oxygène et promu une approche de la chimie fondée sur le travail en laboratoire. Cependant, les Lavoisier étaient aussi des aristocrates, et Antoine était un ancien collecteur d'impôts, ce qui n'était pas vraiment un atout pendant la Révolution française. Malheureusement, lorsque la terreur s'en est prise à Antoine, ses réalisations scientifiques de pointe n'ont pas pu le protéger. Au cours des années 1700, la plupart des scientifiques croyaient à la théorie du phlogistique, qui, pour faire court, était censée expliquer pourquoi les choses brûlent. Antoine Lavoisier n'était pas d'accord avec ce concept et soutenait que ce que l'on appelait alors l'ère déphlogistiquée était en réalité ce que son ami et rival Joseph Priestley avait identifié comme étant l'oxygène. La rivalité amicale entre Priestley et Lavoisier a donné lieu à de nombreux échanges de correspondances détaillant leurs découvertes. L'histoire attribue la découverte de l'oxygène à la fois à Priestley et à Lavoisier, bien que Priestley pensait avoir trouvé de l'air déphlogistiqué. C'est en réalité Antoine qui a identifié ce gaz et lui a donné le nom d'oxygène, dérivé du mot grec signifiant « créateur d'acide ». Antoine Lavoisier est très renommé pour les éléments qu'il a nommés, ainsi que pour la loi de conservation de la masse. Pendant la révolution chimique, Antoine a soutenu que des éléments de poids déterminés composaient le monde, et il a testé cette théorie en 1772 en brûlant un diamant. Comment cela a-t-il fonctionné ? Eh bien, pendant l'expérience, Antoine a placé un diamant dans un bocal scellé et a focalisé la lumière dessus à l'aide d'une énorme loupe. Le diamant a brûlé et a semblé disparaître complètement. Pourtant, Antoine a constaté que le poids du bocal et de son contenu n'avaient pas changé. Il a utilisé ce résultat pour démontrer que la conservation de la masse est une loi de la nature. Lors d'expériences ultérieures, Antoine a déterminé qu'un diamant brûlant et du charbon produisaient le même gaz, le dioxyde de carbone. Cette découverte l'a convaincu que le diamant et le charbon contenaient le même élément qu'il a nommé carbone. Comme si découvrir et nommer l'oxygène et le carbone ne suffisaient pas, les Lavoisier ont également passé des années à explorer la nature de la respiration et de la combustion. Cela a porté ses fruits. Finalement, ils ont prouvé que, d'un point de vue chimique, les deux processus étaient en réalité identiques. Ils ont conçu plusieurs tests pour mesurer la respiration et la chaleur dégagée pendant la respiration. Dans une expérience, par exemple, Antoine a utilisé ses outils de laboratoire pour mesurer la chaleur et le dioxyde de carbone émis par l'expiration d'un cochon d'Inde. Il a brûlé du carbone pour prouver que produire autant de dioxyde de carbone dégage la même chaleur. Cette recherche a révélé pourquoi les mammifères ont une température corporelle plus élevée que la température ambiante. Les recherches scientifiques d'Antoine Lavoisier ont été inestimables pour la communauté des chimistes. Les scientifiques n'étaient pas les seuls bénéficiaires, cela a aussi aidé l'armée française. En 1775, Antoine a rejoint l'administration royale des poudres et salpêtres, un groupe de recherche dédié à l'amélioration de la poudre à canon. En tant que commissaire, Antoine a fondé un laboratoire pour étudier les composants de la poudre à canon. Antoine a utilisé du nitrate de potassium, du soufre et du charbon de bois pour améliorer la poudre à canon, découvrant une meilleure méthode de granulation. Le projet, qui avait été initialement lancé par le roi Louis XVI parce qu'il craignait que la France ne soit pas autosuffisante dans la fabrication de la poudre à canon, connut un tel succès que le pays eut rapidement des quantités excédentaires de poudre à canon à exporter. Fait intéressant, les soldats de l'armée de George Washington, engagés dans la Révolution américaine, furent parmi les principaux bénéficiaires de cet excédent. Les Lavoisier n'ont pu révolutionner la chimie que grâce à leur équipement avancé, et ils n'ont eu cet équipement que parce qu'en 1783, Antoine avait désigné Jean-Nicolas Fortin comme son fabricant d'instruments.
Le couple avait besoin des meilleurs outils pour mener des expériences chimiques précises. Fortin, ayant aussi collaboré avec des innovateurs français tels que Pierre Doulon et Gay-Lussac, possédait une expérience dans la conception d'équipements scientifiques. Dans son ouvrage le plus célèbre, Éléments de chimie, Antoine a inclus des dessins détaillés montrant 170 pièces différentes d'appareils de laboratoire. Marie-Anne avait dessiné chaque schéma à l'échelle, illustrant fioles, fours et bocaux utilisés par le couple pour découvrir de nouveaux principes scientifiques. Marie-Anne Pierrette Pauls n'avait que 13 ans lorsqu'elle a épousé Antoine Lavoisier, âgé de 28 ans. Cela semble très jeune, mais c'était une époque différente. Si cela peut vous rassurer, le biographe d'Antoine, Douglas Mackay, a dit que le mariage était heureux, en partie parce que Marie-Anne est devenue la collaboratrice scientifique la plus importante d'Antoine. Selon Mackay, Marie-Anne possédait une grande intelligence. Elle s'intéressait beaucoup au travail scientifique de son mari et s'est rapidement préparée à partager ses travaux. Mackay ajoute que Marie-Anne aidait Antoine au laboratoire et réalisait des croquis de ses expériences. De plus, elle écrivait de nombreuses notes dans les carnets de laboratoire d'Antoine. Marie-Anne a aussi appris l'anglais pour traduire et commenter les récents rapports de recherche britanniques et échanger avec ses collègues scientifiques. Si le fait de la considérer comme une partenaire intellectuelle et une égale professionnelle ne suffit pas à vous rassurer sur l'écart d'âge important, sachez qu'Antoine n'a accepté d'épouser la jeune Marie-Anne que pour lui éviter d'avoir à épouser quelqu'un de plus de 3 fois son âge. En 1771, le comte d'Amerval, un homme d'âge mûr, a menacé de renvoyer le père de Marie-Anne de sa compagnie de perception des impôts s'il ne pouvait pas épouser Marie-Anne. Quelque chose qui paraît illégal, mais ne l'était pas alors. Le père de Marie-Anne avait besoin d'une raison pour refuser le puissant aristocrate, alors il a demandé à son associé, Antoine, d'épouser Marie-Anne à la place. Antoine et Marie-Anne se sont mariés en 1771 et sont restés ensemble jusqu'à la mort d'Antoine pendant la Révolution française. Étant donné qu'ils étaient des scientifiques dévoués, les Lavoisier passaient souvent leur journée au laboratoire. Antoine dirigeait les expériences, tandis que Marie-Anne s'occupait du planning et notait les résultats. Madame Lavoisier a écrit que pour son mari, chaque journée passée au laboratoire était une bonne journée. Selon elle, c'était pour lui une journée de bonheur. Elle a décrit à quel point son mari aimait se rendre au laboratoire le matin pour retrouver des amis qui partageaient ses opinions et de jeunes hommes fiers d'être admis à l'honneur de collaborer à ses expériences. Antoine était souvent au centre des conversations comme s'en souvenait sa femme. C'est là que l'on pouvait entendre cet homme à l'esprit précis, à l'intelligence claire, à l'immense génie, à la noblesse de ses principes philosophiques éclairer ses propos. Le livre révolutionnaire d'Antoine Lavoisier, Éléments de chimie, paru en 1789, qui fut malheureusement la même année où la Révolution française bouleversa son pays. Les Lavoisier soutenaient initialement la Révolution et Antoine travailla avec le nouveau gouvernement pour instaurer le système métrique à travers la France. Mais Antoine reconnaissait aussi que ces bouleversements affectaient son travail et en 1790, il écrivit que l'état des affaires publiques en France avait temporairement ralenti le progrès de la science et détourné les scientifiques de ce qui leur est le plus précieux. Il ne le savait pas lorsqu'il a écrit cela, mais être distrait allait rapidement devenir le moindre de ses soucis. Quelques années plus tard seulement, Antoine reçut un arrêt de mort portant son nom. Depuis des siècles, les Européens détestaient les collecteurs d'impôts, ce qui n'est pas surprenant, car qui les apprécie même aujourd'hui. Mais les difficultés financières de la France ont accentué la haine des citoyens envers eux avant la Révolution française. Le système fiscal français protégeait l'élite des impôts et faisait peser la majeure partie du fardeau sur le tiers-État, composé de paysans, de marchands et d'artisans. Le système de collecte utilisait des fermiers généraux dont certains pressuraient les habitants de leur district pour conserver l'excédent. Antoine Lavoisier avait été collecteur d'impôts et même si sa femme ne l'était pas, elle était la fille d'un collecteur, ce qui n'a pas aidé leur popularité. Au fur et à mesure que la Révolution française se radicalisait, beaucoup de gens se mirent à soupçonner tous les aristocrates. En 1793, à l'aube de la Terreur, les révolutionnaires ont dissous l'Académie des sciences, la société scientifique la plus importante du pays.
2 ans plus tôt, des membres de l'Académie, dont Antoine Lavoisier, avaient aidé à créer le système métrique pour la France. Mais les révolutionnaires ont déclaré que l'Académie était élitiste. On peut dire qu'ils manquèrent de reconnaissance. En 1794, le gouvernement révolutionnaire a déclaré Antoine un traître. Il a été accusé de comploter avec des scientifiques étrangers et d'envoyer de l'argent aux ennemis de la France. Le gouvernement a émis son mandat d'exécution. Cela ne l'a probablement pas aidé à mieux accepter son exécution, mais la terreur n'a pas ciblé uniquement Antoine Lavoisier. En fait, le gouvernement a arrêté toutes les personnes ayant participé au groupe de collecte des impôts, y compris le père de Marie-Anne. Le 8 mai 1794, un tribunal révolutionnaire a condamné Antoine pour complot contre le peuple de France. Les révolutionnaires ont rapidement mis à exécution la condamnation à mort. Quelques heures plus tard, Antoine se retrouva face à le rasoir national. Il avait 50 ans lorsqu'il est mort. Ils ont aussi exécuté le père de Marie-Anne ce jour-là. Ce fut une journée difficile pour tout le monde. Après son exécution, Antoine Lavoisier a été pleuré par les scientifiques du monde entier. Pour montrer à quel point Antoine était irremplaçable, le mathématicien Joseph-Louis Lagrange a dit à propos de l'exécution « Il ne leur a fallu qu'un instant pour couper cette tête. Et il ne s'en produira peut-être pas d'autres pareils avant 100 ans. » Marie-Anne a continué à promouvoir le travail de son mari. Elle a publié ses articles en 1805 et après la fin de la Terreur, elle a organisé un salon scientifique à Paris. Elle a même épousé un autre scientifique, Benjamin Thompson. À peine un an après avoir exécuté Antoine, le gouvernement français a annulé le procès et déclaré le scientifique innocent. Antoine n'était qu'un parmi les milliers de personnes mortes pendant la Révolution française, mais son histoire est l'une des plus tragiques. La plupart des gens savent que l'époque victorienne, qui s'étend de 1837 à 1901, fut une grande période d'industrialisation, de progrès scientifique et de prospérité économique. Mais peu de gens réalisent que le 19e siècle a également vu de nombreuses découvertes et avancées importantes dans le domaine de la criminalistique, qui ont servi de modèle aux enquêtes modernes. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un œil à quelques tentatives fascinantes d'enquêtes médico-légales à l'époque victorienne. Quelqu'un a appelé William Peterson car il est temps pour un CSI version victorienne. En 1788, l'anatomiste allemand Johann Christoph Andreas Meyer est devenu le premier scientifique à suggérer que les empreintes digitales sont uniques à chaque individu. Mais les implications de cette découverte n'ont sans doute pas été évidentes tout de suite, puisqu'il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que ce principe soit appliqué aux enquêtes criminelles. Cette personne était un médecin nommé Robert Blake Overton, qui a écrit à Scotland Yard en 1840, suggérant aux détectives d'essayer d'utiliser les empreintes digitales comme preuve pour attraper le meurtrier de Lloyd William Russell. Les enquêteurs étaient bien prêts à l'écouter, mais Overton était apparemment un peu trop en avance sur son temps. Les empreintes digitales ne deviendraient une preuve courante dans les enquêtes que 50 ans plus tard, à quelques années près. En 1880, le médecin Henry Faulds publia un article dans la revue scientifique Nature, suggérant à nouveau que les empreintes digitales laissées sur une scène de crime pouvaient être utilisées pour l'identification scientifique des criminels. Pourtant, la police ne prenait toujours pas la question au sérieux. Ce n'est qu'à partir des années 1890, lorsque Sir Francis Galton élabora une classification des empreintes digitales pour la police, qu'elles commencèrent à être utilisées comme preuve. Les empreintes digitales furent alors utilisées pour identifier les criminels. En 1892, Francisco Rojas, qui a tué ses 2 enfants en Argentine, devint la première personne au monde à être arrêtée grâce à des empreintes digitales laissées sur une scène de crime. Et en 1902, Harry Jackson, qui a volé un jeu de boules de billard, fut le premier homme au Royaume-Uni à être condamné sur la base de preuves d'empreintes digitales. Bien sûr, Londres n'a jamais été sans criminels violents, mais après que Jack l'Éventreur soit devenu l'un des premiers tueurs en série très médiatisés de l'ère des médias de masse, l'attention portée à ce type de crime a fortement augmenté. Avant Jack, la criminalité à l'époque victorienne était surtout vue comme des délits mineurs ou des crimes de vengeance. Le vol, les agressions par étranglement, la prostitution et l'ivresse sur la voie publique étaient courants, alors que les tueurs en série sadiques n'étaient pas dans la conscience collective. Les criminels de l'époque étaient souvent perçus simplement comme des citoyens paresseux de la classe inférieure cherchant à gagner de l'argent facilement.
Mais dès que Jack l'Éventreur a commencé à mutiler ses victimes, cette perception a vite changé. Désespérée de capturer l'Éventreur, la police s'est retrouvée prête à essayer de nouvelles idées et le premier profil criminel a été créé dans le but de comprendre ce nouveau type de monstre. La première personne à établir le profil d'un criminel s'appelait Bond, Thomas Bond. Nous aimerions pouvoir dire qu'il faisait partie du service secret de Sa Majesté, mais il était en réalité chirurgien pour la Metropolitan Police. Après avoir examiné les preuves, Bond a conclu que Jack l'Éventreur était un homme sujet à des accès périodiques de manie homicide et érotique, très probablement un homme calme, d'apparence inoffensive, probablement d'âge moyen et habillé de façon soignée et respectable. Bond pensait également que Jack serait probablement solitaire et excentrique dans ses habitudes. Il est aussi probable que ce soit un homme sans emploi stable, mais ayant un petit revenu ou une pension. L'Éventreur n'ayant jamais été arrêté, nous ne saurons jamais à quel point le profil de Bond était exact. Nous savons cependant que le profilage criminel allait devenir un outil standard des forces de l'ordre. Les autorités recourent depuis longtemps à l'analyse microscopique des cheveux et fibres trouvés sur les scènes de crime. Rudolf Virchow a réalisé la première comparaison médico-légale de cheveux humains en 1861, constatant que les cheveux de l'accusé dans l'affaire correspondaient, selon toutes les indications, aux cheveux retrouvés sur la victime. Cependant, malgré la similitude d'apparence, les cheveux ne pouvaient jamais être considérés comme uniques à un individu. Même si l'analyse médico-légale des cheveux à l'époque victorienne reposait sur ce constat, l'examen microscopique des cheveux et fibres restait souvent utilisé dans les procédures criminelles. Cependant, les comparaisons de cheveux étaient d'une utilité limitée. Bien que les cheveux puissent être utilisés comme preuve circonstancielle ou pour donner des informations supplémentaires sur l'âge ou le sexe du criminel, ils ne pouvaient jamais être considérés comme une correspondance absolument définitive. Cela pouvait tout de même s'avérer assez efficace. Par exemple, dans l'affaire Reg contre Stead de 1863, le coupable a piétiné la tête de la victime, le tuant. Des cheveux étaient coincés sous la semelle de la botte de l'accusé et ils correspondaient à ceux du défunt. La victime portait un foulard rouge et des fibres rouges ont été retrouvées sous la botte du coupable. La comparaison des cheveux et fibres a permis une condamnation. Les premières analyses de balles étaient rudimentaires. Les armes à feu n'étant pas produites en série, on comparait souvent balles et armes à l'œil nu. Par exemple, en 1835, Henry Goddard, membre des Bow Street Runners de Londres, a pu identifier une arme utilisée dans un meurtre grâce à un léger défaut sur la balle tirée. Cependant, avec le début de la production de masse des armes à feu, il n'était plus possible d'identifier les balles à l'œil nu. Les enquêteurs ont dû utiliser des microscopes pour mieux voir les balles. Ils ont aussi mis au point des méthodes comme rouler les balles sur du papier ancré pour détecter des marques d'identification. Les nouvelles méthodes permettaient de considérer l'analyse balistique comme plus fiable qu'un simple hasard. Bien que les experts médicaux témoignaient souvent dans les affaires criminelles avant le XIXe siècle, leurs témoignages n'étaient pas accompagnés d'une autopsie. Cela peut sembler surprenant aujourd'hui, mais ces experts n'effectuaient généralement aucune analyse formelle du corps. Constatant le problème des témoignages médicaux inexacts, le chirurgien et coroner Thomas Wekley a commencé à plaider pour une autopsie obligatoire en cas de décès suspect. Finalement, la loi sur les témoins médicaux de 1836 a permis au coroner de pratiquer des autopsies lorsque cela était jugé nécessaire et a encouragé les témoignages d'experts médicaux. Bien que les autopsies aient été pratiquées plus fréquemment, elles n'étaient toujours pas la norme en raison des préoccupations culturelles concernant l'ouverture d'un corps après la mort. Lors des tristement célèbres meurtres de Whitechapel en Angleterre, les autopsies avaient évolué. Les médecins légistes estimaient l'heure du décès grâce au refroidissement et à la rigidité du corps. Ils pratiquaient également des autopsies beaucoup plus approfondies et standardisées sur les victimes. Cependant, malgré les progrès, ces procédures restaient encore primitives à bien des égards. Les examens post-mortem se déroulaient souvent dans des hangars, des morgues improvisées ou même au domicile de la victime. Les médecins négligeaient l'hygiène et la stérilisation. Ils pensaient que les gants en caoutchouc émoussaient le sens du toucher du chirurgien. L'empoisonnement était une méthode populaire pour assassiner des gens au XIXe siècle. C'est crédible car la prolifération des pharmacies facilitait l'accès au poison. De plus, les autopsies étaient souvent non concluantes. De nombreuses victimes semblaient mortes naturellement, donc l'empoisonnement était clairement la méthode à privilégier. Cependant, les scientifiques ont commencé à s'attaquer progressivement au problème.
Par exemple, en 1836, le chimiste Marsh a mis au point le test de Marsh, qui permettait aux médecins de détecter la présence d'arsenic dans les tissus humains. Cette avancée a conduit à la condamnation de nombreux meurtriers à l'époque victorienne, dont Sarah Daisley, surnommée l'empoisonneuse de Potten. Les autorités soupçonnaient Daisley d'avoir assassiné son premier mari et son fils. Elle a finalement été condamnée pour le meurtre de son deuxième mari après que son corps a été exhumé pour un test de Marsh. Les scientifiques n'ont mis au point un test universel pour détecter le sang qu'au début des années 1900, alors que les enquêteurs de l'époque victorienne l'examinaient déjà bien avant. En fait, le professeur Mathieu Orfila a commencé à examiner les fluides corporels au microscope et à développer des tests pour distinguer ces substances au début des années 1800. En 1873, l'écrivain médical et toxicologue anglais Alfred Swain Taylor a décrit 3 méthodes pour examiner les taches de sang. Taylor a développé des procédés pour l'investigation chimique, microscopique et optique. Il a fourni des instructions sur la façon dont ces méthodes pouvaient identifier avec certitude le sang humain et le distinguer de substances similaires telles que les teintures et les peintures. De plus, il a abordé l'utilisation de l'analyse des éclaboussures de sang pour indiquer l'heure et les circonstances du décès. Dans la célèbre affaire du meurtre de la route, Constance Kent, âgée de 16 ans, a avoué avoir tué son frère de 4 ans en lui tranchant la gorge avec une lame de rasoir. Swain et le médecin légiste ont suggéré que, puisqu'il y avait peu de sang sur la scène du crime malgré la gorge tranchée de la victime, l'enfant était mort de blessures antérieures, comme la strangulation, avant que l'auteur ne lui tranche la gorge. Ils ont conclu que l'aveu de Kent était probablement faux et qu'elle couvrait sans doute un autre membre de la famille. Nous voudrions dire que l'histoire s'est bien finie pour Constance, mais elle a malgré tout été condamnée. Si vous avez regardé la vidéo de Weird History sur la façon dont les gens de l'époque victorienne passaient leur temps libre, alors vous savez déjà que les personnes de cette époque étaient très habituées à prendre des photos des défunts. Cependant, la plupart de ces photographies de deuil étaient prises pour des raisons personnelles. Bien que conceptualisée à la fin du 19e siècle, la photographie de scènes de crime était rarement utilisée. Cela nous paraît évident aujourd'hui, mais la prise de photos de scènes de crime n'a commencé à devenir une pratique courante qu'après qu'Alfred Swain Taylor ait écrit son livre de 1865, Les principes et la pratique de la jurisprudence médicale. Dans ce livre, Taylor a exprimé l'opinion suivante: il serait souhaitable que, avant de déplacer un corps, une photographie puisse être prise de l'attitude et de la position des objets environnants par rapport à celui-ci. Dans certains cas, les enquêteurs faisaient venir des photographes pour documenter un motif particulier de projection de sang ou l'état de la victime. La photographie de scènes de crime n'était pas encore courante lors des crimes de Jack l'Éventreur dans les années 1880. Il n'existe en réalité des photos que de Mary Kelly, seule victime de l'éventreur photographié. Les corps et scènes étaient vite évacués pour éviter l'hystérie publique. Ce n'est qu'au début du siècle que les enquêteurs ont reconnu l'importance de la photographie de scènes de crime. Alors que bon nombre des innovations médico-légales de l'époque victorienne se sont révélées être des avancées majeures qui ont changé à jamais la façon dont les enquêtes sont menées, certaines d'entre elles n'ont pas vraiment abouti. Par exemple, lors de la photographie de Mary Kelly, victime de Jack l'Éventreur, l'accent était mis sur ses yeux. Eh bien, selon l'inspecteur Walter Dew, les photographes ont capturé les yeux de Kelly dans l'espoir qu'une image persistante du meurtrier ait peut-être été conservée sur ses rétines. Évidemment, les yeux ne fonctionnent pas ainsi et les photos n'ont pas aidé à identifier le meurtrier. Heureusement, les défenseurs de la photographie de scènes de crime ont continué à en promouvoir l'utilité. Et en 1888, la police métropolitaine et la police de Londres ont commencé à photographier les visages des victimes afin d'identifier les défunts plutôt que leurs yeux pour tenter d'identifier les meurtriers. Les meurtres de Whitechapel ont marqué une autre première, car un journaliste a publié un croquis de l'homme soupçonné d'être Jack l'Éventreur. Des témoins avaient vu l'agresseur à proximité des scènes de crime, donc de véritables descriptions ont influencé le croquis. Cependant, la valeur du dessin final restait discutable, car l'artiste y a aussi intégré sa vision de l'apparence d'un meurtrier maléfique, comme Jack l'Éventreur. Malgré ses premiers exercices de liberté artistique, les croquis de police basés sur les descriptions des témoins oculaires des suspects sont devenus un outil courant des enquêtes et sont encore fréquemment utilisés par les enquêteurs d'aujourd'hui.
Vous vous souvenez du marais de la puanteur éternelle dans Labyrinthe, où tomber dedans vous fait sentir mauvais à vie? Ça semble vraiment terrible. Mais tomber dans un véritable marais peut entraîner la conservation parfaite de votre corps pendant des milliers d'années. Ainsi, les gens du futur pourront vous découvrir et faire toutes sortes d'expériences étranges sur vous pour comprendre à quoi ressemblait la vie à votre époque. Et ce n'est pas vraiment agréable non plus. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de l'homme de Toland, le corps des tourbières vieux de 2400 ans. Très bien tout le monde, en route pour les marais. Notre histoire commence en mai 1950 avec deux coupeurs de tourbe dans un marais près de Silkeborg, au Danemark. À l'époque, la tourbe servait de combustible essentiel pour chauffer et cuisiner. Au printemps, elle était récoltée près des marais avec des outils spécialisés. En ramassant de la tourbe, les frères Viggo et Émile Huygo tombèrent sur ce qui ressemblait à un cadavre fraîchement abattu. Un garçon de Copenhague avait récemment disparu dans la région et les frères contactèrent tôt les autorités, supposant avec gravité qu'ils avaient retrouvé les restes de l'enfant. Mais il devint vite évident pour la police que le corps n'avait pas été déposé dans la tourbière récemment. D'une part, il était enterré profondément sous 2,50 m de tourbe, sans aucun signe extérieur indiquant que le sol environnant avait été récemment creusé. Des représentants du musée local de Silkeborg, ainsi que d'autres experts scientifiques, dont l'archéologue danois Peter P. V. Glop, furent appelés sur les lieux. Ce que les frères avaient en réalité découvert, c'étaient les restes étonnamment bien conservés d'un homme ayant vécu dans la région à l'époque pré-romaine de l'âge du fer, probablement vers l'an 400 avant notre ère. La découverte fut finalement nommée l'homme de Toland, d'après le village voisin de Toland, bien que certains journaux aient proposé l'appeler l'homme de Bogville, ce qui est très pittoresque, mais ce nom n'est finalement pas resté, contrairement à la tourbe dans laquelle il avait été trouvé. Oh, ils auraient dû l'appeler tourbe. Comment le corps peut-il paraître aussi frais après y être resté si longtemps? Eh bien, en plus de diverses créatures des marais, le sol sous les tourbières contient peu d'oxygène, ce qui ne permet pas une grande prolifération bactérienne. De plus, une plante courante dans la mousse des tourbières, appelée sphaigne, libère des biomolécules appelées polysaccharides lorsqu'elle meurt, ce qui empêche également la croissance et la propagation des bactéries. Cela signifie que les matières organiques, comme les restes humains, ne se décomposent pas sous une tourbière comme dans la terre normale. On pourrait presque dire que les tourbières conservent les corps humains, un processus qui ressemble un peu au tannage, comme pour faire du bœuf séché, et non pas au bronzage sur la plage. Bien que la peau soit presque parfaitement préservée, le reste du cadavre, comme les os et les organes, se dégrade plus rapidement avec le temps, ce qui fait que le corps rétrécit et se déforme. Comme l'homme qui boit dans la mauvaise coupe dans La Dernière Croisade, mais en moins drôle. Le processus de transport sécurisé de l'homme de Toland jusqu'au musée national de Copenhague, où il pourrait être étudié, s'est avéré difficile. La terre a été retirée autour du corps. Ensuite, une grande caisse en bois a été montée autour du spécimen, avec une boîte inférieure glissée à travers une épaisse couche de tourbe sous le cadavre. La caisse contenant la terre et l'homme de Toland, pesant environ une demi-tonne, a été transportée à une gare proche par une charrette à chevaux, un mode de transport très ancien. De retour à Copenhague, les scientifiques ont déterminé que l'homme de Toland avait probablement environ 40 ans lorsqu'il est décédé. Mais il n'est pas mort de cause naturelle. Un nœud coulant en peau d'animal a été retrouvé autour de son cou et descendant dans son dos, indiquant qu'il a été pendu. Sa langue était également distendue, un signe courant d'une mort par strangulation. Aucun document historique n'a jamais été retrouvé concernant une telle exécution, donc les historiens et les chercheurs en sont réduits à conjecturer précisément comment l'homme de Toland a trouvé la mort. Il se peut qu'il ait été un criminel pendu en guise de châtiment. Mais certains, dont P.V. Glop et l'archéologue britannique Miranda Aldous Green, ont proposé une autre théorie. La position du corps en posture fétale suggère que l'homme de Toland aurait pu être un sacrifice humain, peut-être offert à une déesse de la fertilité. La Scandinavie de l'âge du fer était païenne, et les tourbières et zones humides étaient vues comme des lieux spirituels du paganisme germanique où se déroulaient rites et pratiques religieuses. De plus, plusieurs historiens romains de l'Antiquité ont rapporté que le sacrifice humain était pratiqué par les peuples d'Europe du Nord et de Scandinavie.
Cependant, ces récits, écrits par des étrangers souvent enclins à présenter les sociétés non romaines ou pré-chrétiennes comme barbares, ne sont pas totalement fiables. Seul le Marais le sait avec certitude. L'homme de Tolande a été retrouvé pendu, les cheveux coupés très courts, entièrement nus, à l'exception d'une coiffe en peau et d'une ceinture en cuir. Cependant, il s'en est mieux sorti que d'autres corps retrouvés dans les tourbières. L'homme de Lindo est mort près de Cheshire, en Angleterre, en 60 après Jésus-Christ, tué par un violent coup à la tête qui lui a fracturé le crâne. Après cela, il a été étranglé et tailladé avec un couteau avant d'être jeté dans le Marais. Donc, Monsieur Lindo n'était pas vraiment populaire de son vivant. D'autres corps découverts dans les tourbières semblent avoir subi des humiliations rituelles, comme la tête rasée ou les bras attachés à des branches insérées dans leurs blessures. On a même découvert un corps qui n'était plus qu'un torse, connu sous le nom du vieil homme de Cragen. Si Clive Barker regarde, il prend des notes pour le prochain film Hellraiser. Mais il y a aussi l'expression du visage de l'homme de Tolande lui-même. Plutôt que d'avoir l'air effrayé ou traumatisé par ce qui lui arrive, il semble calme et résigné. P.V. Glop a fait remarquer qu'il avait une expression douce, comme s'il était en prière silencieuse. Dans les années 1970, le poète irlandais Seamus Heaney a été profondément touché par les photos des visages paisibles de l'homme de Tolande et d'autres corps des tourbières. Il a écrit un cycle de poèmes à leur sujet, comparant leurs destins anciens à la violence ethno-nationaliste connue sous le nom de Troubles. Alors peut-être que l'homme de Tolande et d'autres comme lui étaient des participants volontaires. Ou peut-être qu'ils l'ont simplement drogué avant. En 1950, des chercheurs ont réalisé une autopsie complète et un examen de l'homme de Tolande, ce qui comprenait le prélèvement de ses mains et de ses pieds pour les conserver dans une solution de formaldéhyde appelée formol. L'étude de ses intestins a suggéré ce qui était probablement son dernier repas, une bouillie ou un gruau composé d'un mélange de céréales et de graines cultivées et sauvages. Au total, plus de 40 types différents de graines ont été retrouvés dans son tube digestif, ainsi que de l'orge, du lin, du faux lin et de la renouée. C'est dommage qu'il ne soit pas arrivé jusqu'au XXIe siècle. Il aurait adoré les bols d'açaï. Des scientifiques ont aussi trouvé des graines de persicaire pâle dans l'estomac de l'homme de Tolande, découverte surprenante puisque cette plante, considérée comme une mauvaise herbe, aurait normalement été retirée des céréales avant cuisson. La consommation de ces graines de mauvaise herbe renforcerait l'idée que le destin de l'homme de Tolande était rituel. En 1976, les autorités danoises ont relevé les empreintes digitales de l'homme de Tolande, parmi les plus anciennes jamais enregistrées. Donc, s'ils volent un jour une émeraude précieuse, nous l'aurons pris la main dans le sac. Et en 2013, des scientifiques ont même tenté de prélever des échantillons d'ADN sur l'homme de Tolande. On espère qu'un jour, le séquençage de son génome et sa comparaison avec celui des Danois actuels pourraient offrir des indices clés sur l'histoire de la population. Maintenir le corps de l'homme de Tolande en bon état a été un défi majeur depuis sa découverte initiale. D'abord, sa tête a été plongée dans un mélange de cire d'abeille et d'alcool, les scientifiques espérant imiter l'effet de l'eau de tourbière et restaurer du liquide dans les cellules du cadavre. Mais quand on a rincé la tête au bout de 6 mois, la tête avait rétréci d'environ 12%. La prochaine fois, lavez-la à l'eau froide, les gars, c'est la base de la lessive. Le reste du corps de l'homme de Tolund avait été laissé pratiquement tel quel et continuait de se dessécher rapidement en laboratoire. Le cadavre reste exposé au musée de Silkeborg au Danemark, mais seule la tête vient de la découverte initiale. Le reste du corps exposé est une réplique basée sur les restes squelettiques originaux. Pourquoi une réplique ? Garder la trace des différentes parties du corps de l'homme de Tolland est devenu un vrai défi pour les conservateurs de musées danois. Après la première fouille et l'examen de 1950, le corps a été découpé en plusieurs parties pour sa conservation. Alors que la tête est restée intacte au musée, avec le temps, certaines de ces autres parties du corps ont disparu. L'orteil droit du corps a été rendu au musée en 2016 par la fille d'un conservateur qui l'avait gardé pendant des années dans un bocal en verre sur son bureau. Pour des raisons tout à fait normales, bien sûr, c'est vraiment un sujet de conversation original. Bien qu'il ne soit plus le spécimen bien conservé découvert il y a plus de 70 ans, certaines formes de recherche sur le corps de l'homme de Tolland sont probablement encore possibles. La datation au carbone a tenté de déterminer avec plus de précision les dates exactes pendant lesquelles il a vécu. Un examen réalisé en 2015 par l'anthropologue français, le docteur Philippe Charlier,
a analysé d'étranges points trouvés sur ses pieds qui n'avaient pas été étudiés auparavant afin de déterminer s'il s'agissait potentiellement de verrues ou même d'un signe précoce de maladie cardiaque. Cette découverte a également été suffisamment marquante pour inspirer des écrivains et des artistes au cours des 70 dernières années. Margaret Drabel et Anne Youngson ont toutes deux intégré l'homme de Toland dans leurs romans. Il est le sujet de chansons du groupe folk américain The Mountain Goats et des rockers anglais The Darkness. Cette découverte a même été mentionnée dans un épisode de la série télévisée Bones. Là, c'est vraiment la consécration. Pas mal pour un gars qui a été jeté dans un marais il y a plus de 2000 ans. La Rome antique fut la principale puissance de son temps et l'un des empires les plus impressionnants de l'histoire. Mais un jour, tout s'est effondré. Bien que personne ne sache exactement pourquoi l'empire a disparu, au moins un chercheur a proposé que le coupable pourrait être quelque chose d'aussi simple que l'exposition au plomb. Bien que des études récentes aient révélé beaucoup de plomb dans les laos potables de la Rome impériale, le vrai danger aurait été un édulcorant artificiel. Aujourd'hui, nous allons examiner comment les aristocrates romains ont pu s'empoisonner avec un édulcorant artificiel et détruire tout l'empire au passage. L'Empire romain était très riche, et comme beaucoup de riches, les Romains aisés aimaient organiser de grands festins. Montrer sa fortune en organisant des dîners somptueux était pratiquement la norme chez les Romains. Une autre consistait à sucrer les plats avec un sirop de raisin épais appelé sapa. Ce condiment était fait en faisant bouillir, éplucher et tamiser des raisins, puis en mélangeant la pâte avec du sucre. Appétissant, non? Eh bien, le problème, c'est que les Romains faisaient cuire la sapa dans des casseroles en plomb. Le plomb se mélangeait alors au sirop, le rendant toxique. Donc, même si la sapa rendait la nourriture des riches Romains plus savoureuse, elle les empoisonnait aussi lentement. Vraiment doux amère. La sapa était peut-être toxique, mais les Romains l'adoraient et l'utilisaient pour bien plus que sucrer les aliments. Elle était aussi largement utilisée dans la fabrication du vin. La sapa était utilisée pour conserver le vin, ce qui avait le malheureux effet secondaire de contaminer le vin au plomb. Les Romains, tout comme une vraie femme au foyer de Beverly Hills, avaient un grand appétit pour le vin. Le Romain moyen buvait 1 litre de cette boisson chaque jour, ce qui représente environ 400 litres de vin par an. Cela fait beaucoup de plomb. Et là, on ne parle que du Romain moyen. Les Romains de l'élite buvaient encore plus. Par exemple, on disait que l'empereur Élagabal buvait littéralement dans une piscine remplie de vin. Je ne vais certainement pas l'inviter à ma prochaine fête. Les Romains utilisaient le sapa comme édulcorant car il améliorait le goût du vin et des aliments. Aujourd'hui, on sait que ce sirop était toxique. La science moderne a établi que, fabriqué dans des pots en plomb, le mélange contenait de l'acétate de plomb, appelé aussi sucre de plomb. On ne devrait sans doute pas donner un nom doux à quelque chose d'aussi mortel. Avaler autant d'acétate de plomb que les Romains n'est pas bon pour la santé. Les effets secondaires de l'empoisonnement incluent la démence, l'infertilité et finalement une défaillance complète des organes, ce qui est plutôt grave parce que, vous savez, vos organes sont importants. Dans les années 80, le chercheur Jérôme Régou a recréé le sapa en utilisant des recettes anciennes qui détaillaient les méthodes utilisées par les Romains pour fabriquer cet édulcorant artificiel. Ces résultats ont confirmé ce qu'ils soupçonnaient depuis longtemps. Le sapa s'est avéré contenir une concentration dangereuse de plomb. Les quantités allaient de 240 à 1000 mg de plomb par litre. C'est bien plus de plomb que ce que j'aimerais trouver dans mon litre. Régou a précisé qu'une seule cuillère à café de ce sirop pouvait suffire à causer un empoisonnement chronique au plomb. Les Romains, bien sûr, en ingéraient bien plus. À quel point le sapa romain antique était-il dangereux? Il était si nocif qu'il serait interdit aux États-Unis aujourd'hui. Et nous parlons d'un pays qui adore les Big Mac et le Four Loko. En réalité, le seuil actuel pour le plomb est bien plus bas. L'Agence de protection de l'environnement intervient si l'eau potable atteint 15 parties de plomb par milliard. En comparaison, le sapa romain antique était pratiquement saturé de plomb, avec un chiffre effrayant de 2900 parties par milliard. C'est presque 200 fois la quantité réglementée et autorisée par l'EPA aujourd'hui. Si les pots en plomb étaient si dangereux, pourquoi les Romains les utilisaient-ils? Eh bien d'abord, ils étaient complètement inconscients du danger.
L'idée que l'acidité du vin se lie au plomb était un concept chimique trop avancé pour eux. Plus important encore, les vignerons romains utilisaient des récipients en plomb pour fabriquer la sapa, rendant le produit final beaucoup plus sucré. Ceci, ironiquement, était un effet de l'acétate de plomb qui, bien qu'étant un composé nocif, a en réalité un goût sucré. Certaines alternatives posaient aussi problème. Un ancien vigneron affirmait que les pots en plomb étaient préférables à ceux en laiton, car ces derniers libèrent à l'ébullition une rouille de cuivre au goût désagréable. Pour Jérôme Nrégu, la recherche sur l'exposition au plomb dans la Rome antique ne s'est pas arrêtée à la reconstitution du sapa. Il a aussi analysé les régimes alimentaires de plus de 24 empereurs romains entre 30 avant Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ. D'après ces analyses, les scientifiques ont trouvé des preuves que jusqu'à 19 empereurs avaient une prédilection pour le vin contaminé au plomb et appréciaient fréquemment des aliments sucrés avec du sapa. Plusieurs empereurs romains ont presque certainement souffert d'empoisonnement au plomb. Dans ce cas, il n'est pas difficile de se demander si les effets de cette exposition sur l'empereur n'auraient pas affaibli l'empire lui-même. Comme indiqué plus haut, l'exposition au plomb peut avoir de graves effets secondaires. Une contamination prolongée peut vraiment altérer la prise de décision. Il existait d'autres risques. Les empereurs romains, riches aristocrates et gros consommateurs de plomb, étaient plus sujets à des maladies comme la goutte. Plusieurs empereurs ont présenté des signes de cette affection durant leur règne. Cela incluait Claude, Néron, Caligula et Tibère. Ces empereurs en particulier étaient également connus pour leur comportement étrange, ce qui est aussi quelque chose que l'on pourrait attendre d'une personne ayant contracté un empoisonnement au plomb. En parlant de comportement étrange, l'empereur romain Claude a pris le pouvoir après que son neveu, Caligula, soit mort aux mains des ennemis de Rome en 37 de notre ère. Selon les anciens, Claude, qui manifestement n'était pas du genre héros, s'est caché derrière un rideau pendant que son neveu se faisait tuer. Devenu empereur, le règne de Claude fut marqué par de nombreux soulèvements. Selon Jérôme Nrégu, Claude avait des troubles de la parole, des membres faibles, une démarche maladroite, des tremblements, des accès de rire excessifs et inappropriés, ainsi qu'une colère déplacée. Ah, et il bavait souvent. Je pense avoir croisé ce type à la fête du bureau. Ce sont des signes typiques d'exposition au plomb, ce qui correspond aux anciennes descriptions de Claude comme lent d'esprit et distrait. Ou peut-être que cela montre simplement que les historiens antiques n'aimaient pas Claude. À quelle fréquence les Romains utilisaient-ils la sapa pour sucrer leurs plats ? Eh bien, un livre de recettes romain du IVe siècle connu sous le nom d'Epicius, ou Apicius, si vous préférez ce latin ancien, comprenait pas moins de 100 recettes différentes qui, d'une manière ou d'une autre, incorporaient de l'acétate de plomb. Ils utilisaient peut-être autant de sapa car ils l'aimaient, mais il pourrait aussi y avoir une raison plus scientifique. Ironiquement, l'exposition au plomb provoque un goût métallique dans la bouche. Si les Romains ressentaient ce goût, cela les aurait probablement encouragés à utiliser encore plus de sapa pour le masquer, ce qui aurait entraîné un goût encore plus métallique dans la bouche, ce qui aurait nécessité encore plus de sapa, ce qui aurait conduit à... Eh bien, vous voyez le tableau. Donc, malgré les avertissements répétés concernant l'empoisonnement au plomb, il est probable que certains d'entre vous se demandent s'il existe un moyen de fabriquer votre propre sapa. Pas d'inquiétude, Pline l'Ancien s'en est déjà chargé. Pline a décrit la recette et la fabrication de la sapa dès le 1er siècle. Avec des airs de propriétaire hipster d'une microbrasserie, Pline a écrit « La sapa est un produit de l'art, non de la nature ». Il a expliqué que son art débutait en faisant bouillir le jus de raisin non fermenté jusqu'à en réduire à un tiers. Il prenait soin de distinguer cela du defrutum, une recette différente qui exigeait que le jus de raisin soit bouilli jusqu'à la moitié de son volume. La sapa, soulignait Pline, était plus concentrée. Cette réduction rendait la sapa plus sucrée que le jus de raisin, et les Romains la rendaient encore plus sucrée en la faisant bouillir dans des pots en plomb. Même si Weird History déconseille fortement les pots en plomb, le reste de la recette de Pline fonctionne toujours aujourd'hui. De plus, la sapa elle-même, pour être parfaitement claire, peut être consommée sans aucun danger. Elle n'est toxique que si elle a seule été chauffée dans un récipient en plomb.
Et si les Romains n'avaient pas utilisé de pot en plomb pour la Sapa, l'histoire aurait-elle changé? L'Empire aurait-il duré 1000 ans de plus? Il est toujours difficile de répondre à des questions hypothétiques, mais il est possible que rien n'ait changé, car sans la Sapa, les Romains consommaient déjà beaucoup de plomb. L'eau que buvaient de nombreux Romains était de l'eau de source qui avait été transportée à travers l'Empire par des aqueducs et des tuyaux en plomb. Ces tuyaux transféraient le plomb directement dans l'eau, exposant ainsi la population à ce métal lourd. Sapa ou pas Sapa, les Romains baignaient dans le plomb. Alors, à propos de cette eau, après avoir voyagé à travers les tuyaux en plomb, l'approvisionnement en eau de Rome aurait été contaminé par le plomb. À quel point était-elle contaminée? Eh bien, des chercheurs ont récemment estimé que l'approvisionnement en eau des Romains contenait probablement 100 fois plus de plomb que ce qu'on aurait trouvé dans l'eau des sources locales. Ce n'était pas de simples suppositions, c'est de la science. Les chercheurs ont comparé les sédiments portuaires aux traces d'eau des anciennes canalisations romaines. Les scientifiques ont conclu que les niveaux étaient sans doute trop faibles pour causer des dommages majeurs, mais ont reconnu que toute quantité de plomb dans l'eau peut être dangereuse. La Sapa étant très utilisée et appréciée dans l'Empire romain, on peut facilement supposer que la contamination au plomb y était un problème important. Mais tous les chercheurs ne sont pas d'accord? Oh voyons, les chercheurs, mettez-vous d'accord sur quelque chose. Quand Jérôme Régou a proposé pour la première fois la théorie de l'empoisonnement au plomb pour expliquer le déclin de Rome dans les années 1980, il a aussitôt rencontré une forte opposition. Il s'est opposé à d'autres historiens qui considéraient sa théorie comme un mythe et soutenait que les Romains connaissaient la nocivité du plomb. Il a aussi été souligné que la Sapa était utilisée depuis des siècles avant la chute de Rome, même durant son âge d'or, ce qui complique l'attribution du déclin à son usage. Et en effet, les chercheurs modernes qui ont examiné les niveaux de plomb dans l'eau potable de la Rome antique ont rejeté l'idée que le plomb ait pu être la cause principale de la chute de Rome. Déclin. Pourtant, beaucoup peinent à rejeter l'idée que des siècles de consommation d'édulcorants artificiels contaminés au plomb n'ont pas aidé Rome non plus. Imaginez que vous êtes un dinosaure, disons un Alamosaurus, il y a environ 66 millions d'années, le soleil s'est couché et vous vaquez à vos occupations, vous déplaçant lourdement dans une région qui sera un jour appelée Austin, Texas, lorsqu'une lueur dans le ciel attire votre attention. Vous n'êtes pas trop inquiet, mais vous gardez quand même un œil sur cette étrange étoile lumineuse pendant quelques heures. Le problème, c'est que l'étoile devient de plus en plus brillante, mais elle ne semble pas bouger. Alors vous l'oubliez. Environ 60 heures plus tard, soudain, vous ressentez le grondement d'une onde de choc supersonique. Cette chose que vous espériez n'être qu'une simple étoile filante est en réalité un astéroïde d'environ 10 km de large. 10 km de large. Avant même de réaliser ce que c'était, ce que vous croyiez être une étoile il y a 60 heures s'enfonce de 30 km dans la Terre et vous mourrez instantanément. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse étape par étape de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a quelques mois. Les débris issus de l'impact de l'astéroïde à l'ouest et de l'activité volcanique à l'est ont bloqué la lumière du Soleil. Les plantes qui ont survécu à l'impact sont mortes par manque de lumière. Sans aucune végétation, les herbivores survivants ont succombé à la famine et les carnivores ont rapidement suivi. Les scientifiques ont émis l'hypothèse que l'extinction massive a éliminé 75% de toutes les espèces et anéanti 99,9999% de tous les organismes vivants. Pendant des années, la Terre est restée toxique. La chaleur et l'impact de l'astéroïde ont vaporisé de nombreux minéraux, libérant dans l'atmosphère des gaz dangereux, dont des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone et le méthane. L'un des effets les plus immédiatement dommageables, cependant, venait du soufre. Le soufre a été introduit dans le cycle de l'eau, créant de l'acide sulfurique et provoquant ensuite des pluies acides. Environ 45 minutes après l'impact, une rafale de vent assourdissante traverserait le point d'impact à 1000 km, à l'heure projetant des débris partout et rasant tout ce qui pourrait encore tenir debout. Le bruit de l'explosion arriverait en même temps, à environ 105 décibels, soit aussi fort que si vous vous teniez sous les rotors d'un hélicoptère Huey. Pendant les premières heures, il y aurait eu une obscurité presque totale, mais peu après, le ciel commencerait à s'éclaircir. Pour ceux hors de portée de l'explosion de l'astéroïde, ils assisteraient à un ciel sombre et à une pluie d'étoiles filantes
causée par les débris retombant sur Terre. Cependant, elles ne ressemblaient pas à des étoiles filantes ou des météores ordinaires. Les météores se consument à des vitesses plus élevées et deviennent plus chauds. Ces étoiles filantes auraient d'y pénétrer l'atmosphère plus bas, voyageant plus lentement et émettant un rayonnement infrarouge. La meilleure hypothèse est que l'atmosphère aurait probablement baigné dans une lueur rouge. Après la lueur rouge, le ciel s'obscurcirait tandis que cendres et débris tourbillonnants créaient une pénombre progressive. Au cours des semaines, des mois et peut-être même des années qui ont suivi, le ciel était probablement quelque part entre le crépuscule et une journée très nuageuse. Après que la poussière soit retombée, l'un des indices majeurs laissés par l'astéroïde était une épaisse couche d'argile riche en iridium, métal rare sur Terre, mais courant dans les astéroïdes et comètes. Cette couche est connue sous le nom de limite KT ou KPG, marquant la fin de la période du Crétacé et le début de la période tertiaire ou paléogène. Walter Alvarez, le professeur de l'UC Berkeley, qui, avec son père, le nobéliste Louis Alvarez de l'UC Berkeley, furent les premiers à reconnaître l'importance de l'iridium retrouvé dans les mêmes couches rocheuses vieilles de 66 millions d'années à travers le monde. Ils ont proposé qu'un impact de comète ou d'astéroïde était responsable à la fois de la présence d'iridium à la limite KT et de l'extinction massive. Alors que la plupart des scientifiques s'accordent à dire que les effets de l'astéroïde de Chicxulub ont provoqué la disparition des dinosaures non aériens, certains scientifiques affirment encore que ce sont les éruptions volcaniques qui les ont anéantis plutôt que l'astéroïde. De nouvelles preuves indiquent que les deux phénomènes ont pu causer l'extinction massive. Lorsque l'astéroïde de Chicxulub a percuté la Terre, il a déclenché des séismes d'une magnitude allant jusqu'à 11 sur l'échelle de Richter, suffisamment puissants pour être ressentis à l'autre bout du globe. La théorie suggère que l'impact de l'astéroïde aurait déclenché des éruptions volcaniques en Inde, couvrant près de 200 000 miles carrés de lave dans les trappes du Deccan. Cela aurait libéré des gaz toxiques dans l'atmosphère et produit assez de cendres pour bloquer la lumière du Soleil pendant des années. Alors que beaucoup de récits s'attardent sur la violence immédiate de l'impact de Chicxulub, ce sont ces effets environnementaux à long terme qui ont finalement éliminé la plupart des dinosaures et d'autres formes de vie sur Terre. Le nuage de poussière, en bloquant le Soleil, aurait fortement réduit la photosynthèse. La suie et les cendres auraient mis des mois à se dissiper de l'atmosphère, et lorsqu'elles l'auraient fait, la pluie serait tombée sous forme de boue acide. D'autres incendies massifs auraient généré tant de toxines qu'ils auraient temporairement détruit la couche d'ozone. Il y avait ensuite l'empreinte carbone de l'impact lui-même qui a libéré en une seule fois environ 10 000 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, 100 milliards de tonnes de monoxyde de carbone et encore 100 milliards de tonnes de méthane. Les scientifiques débattent encore de nombreux points issus de modèles informatiques, d'études de terrain sur la couche de débris, des taux d'extinction, des fossiles, des microfossiles et d'autres indices. Presque tous s'accordent à dire que l'astéroïde de Chicxulub s'est écrasé près du Mexique et a tout détruit. Comment pensez-vous que cela s'est produit ? Que feriez-vous si la NASA détectait un astéroïde de 10 km fonçant sur Terre ? Partagez vos idées en commentaire. Profitez-en pour découvrir d'autres vidéos de Weird History.